Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre podcast Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 3 novembre 2020, soir d'élection présidentielle. Puis moi, je suis là avec vous pour vous parler de l'Impact de Montréal et du soccer de la MLS. Trois petits points. Avant de lancer le podcast de ce soir, je veux saluer donc l'audace et la vision du 91.9 FM qui hébergeront donc les balados sportives suivantes. Le Cannes Football Club, Allez Hop 360, Passion MLB, Dernier droit et la zone Blitz, donc qui seront offerts au 919sport.ca et sur l'application mobile. On me dit que bon, l'application est peut-être pas nécessairement user-friendly et très 2020, mais c'est un pas dans la bonne direction sans farce pour l'univers du podcast et ça me fera plaisir d'en débattre avec vous, à savoir si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Que ces podcasts-là se retrouvent sur une grande chaîne comme le 91.9, donc une chaîne nationale ou un mass média, si vous voulez. On est en droit de se poser certaines questions, mais quoi qu'il en soit, c'est signe que les podcasters en question font de l'excellent travail. La gang du Cannes Football Club, je sais qu'ils travaillent très, très fort et c'est le fun. C'est le fun de voir ça. Et ça donne un peu de visibilité donc à tout ce travail-là. David Elras Ferreira qui se joint à nous pour ce podcast live et il dit salut. C'est salué David, bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir de BBN Media. Ça me fait plaisir d'être là. Donc, on est là un petit peu moins souvent présentement. Les matchs de l'Impact de Montréal, on se le cachera pas, sont un petit peu plus distancés présentement. Et je vous ai dit qu'on créera pas du contenu, donc pour créer du contenu. Et je veux pas donc analyser des matchs pendant 6-7 rencontres, 6-7 jours consécutifs et finalement venir qu'à radoter. Donc, je me suis abstenu de faire certains podcasts. Il y a des débriefs que j'ai manqués, je m'en excuse. Mais sincèrement, je pense que la performance de l'Impact de Montréal valait pas la peine qu'on s'y attarde. Et c'est un peu ça aujourd'hui que je veux regarder avec vous. La question que je vous avais lancée sur Twitter était la suivante. Dans votre tête, et non pas dans votre cœur, parce que là, c'est important de faire la distinction entre les deux, mais dans votre tête, l'Impact doit-il participer aux séries d'après-saison? Et je vous ai dit que dans le podcast d'aujourd'hui, je vous expliquerai un peu mon point de vue à ce niveau-là. Donc, l'Impact de Montréal a décidé de demeurer au New Jersey suite à la rencontre du dernier match contre Orlando. Vont reprendre l'entraînement aujourd'hui avec l'objectif clair de se qualifier pour les séries MLS et on sait qu'on s'en vient aussi avec la Ligue des champions de la CONCACAF prochainement. Et moi, je me demande si on tire pas un trait. Je pense qu'on est tous un peu d'accord au moment où on se parle que l'Impact est un club en construction présentement. Donc, oui, Olivier Renard a fait des bons choix. Olivier Renard a amené du bon personnel sur le terrain, sur le banc également. Mais visiblement, ça n'aura pas été assez pour faire progresser l'Impact dans cette saison interminable 2020 qu'on vit présentement. Et si j'ai toujours été de ceux à venir jusqu'à maintenant qui pensent que l'Impact devait pousser, et l'objectif donc devait être d'entrer dans les séries, ça aurait été une belle progression. Quand je regarde le club évoluer et progresser sur le terrain, soir après soir, rencontre après rencontre, je suis pas certain qu'à ce moment-ci, je veux voir cette formation-là en série d'après-saison. Et je vous explique. On joue le dernier match contre Orlando. Son quatrième dans l'Est. Décide donc
sachant qu'ils affrontent l'Impact, de reposer deux de leurs meilleurs éléments, soit Mueller, soit Nani, pour cette rencontre-là, se placer un peu pour les séries, eux autres aussi, faire une certaine rotation et reposer les forces. Question de recharger les batteries. Alors, le message qu'on envoie, là, c'est nous, on est en 4e place, là. Puis on a tellement pas peur de l'Impact de Montréal qu'on peut se permettre de laisser sur le banc, même pas sur le banc, en dehors du line-up, 2 éléments clés. Et on va affronter l'Impact. On n'est pas stressé avec ça. Et l'Impact n'est pas assez fort pour réussir à profiter de cette ouverture-là, de cette opportunité-là, de dire là, Orlando essaie de rire de nous autres. On va aller battre les Lions. On va sortir fort. Et on va aller chercher ces 3 points-là. Ça va être canné. On va être en série. Ça va être réglé. On n'a pas été capable de le faire. Et encore une fois, dans cette rencontre-là, c'est des erreurs individuelles qui auront croulé le collectif. Dans l'ensemble, c'était pas si pire. Et peut-être que l'Impact aurait mérité un meilleur sort, mais visiblement, ça n'a pas été la meilleure game de Romel Kyoto. Ça, c'est définitif. Ça n'aura pas été le meilleur match à plusieurs égards pour certains joueurs. Et après le match, sincèrement, je me posais des questions que je veux pas me poser si mon équipe arrive en série d'après-saison. Si mon équipe arrive en éliminatoire, je suis pas supposé d'arriver au dernier match de la saison parce que là, c'est ça qui va se passer. Le prochain match est le dernier de la saison. Et de me demander, est-ce que cette équipe-là est meilleure à 3 défenseurs, à 4 défenseurs ou à 5 défenseurs? Je suis pas supposé de remettre tout ça en question. Et c'est là qu'on voit que le travail de construction était beaucoup plus ardu que peut-être certains observateurs pensaient en début de saison. Et c'est ce qui me fait dire que ça vaut-tu la peine? Et là, je le sais, puis on a vu les déclarations de tout le monde de Clément Diop qui dit, tu sais, on n'a pas bûché toute cette saison-là pour que ça finisse bredouille de même. Et l'Impact, malgré tous les soubresauts, malgré tous les insuccès, malgré toutes les fois où ils ont par eux-mêmes couru à leur perte, malgré toutes les fois où ils ont, par des erreurs individuelles, ils ont perdu des matchs, ils ont échappé des rencontres, ben, ils ont encore le destin entre leurs mains. Si l'Impact gagne dimanche, il y a des bonnes chances face à DC United, il y a des bonnes chances qu'ils soient classés pour les séries d'après-saison. Donc, ils ont leur sort entre leurs mains encore une fois, puis il reste un match. Si on l'échappe, c'est chose beaucoup plus compliquée parce que là, c'est très serré dans l'Est et faudra regarder ce que toutes les autres formations vont faire avant de dire est-ce que l'Impact sera ou non des séries d'après-saison. Mais malgré tout ça, là, malgré qu'une victoire fait en sorte que l'Impact s'en tire relativement bien, je me demande sincèrement si ça vaut la peine d'entrer en série. Parce que là, on sent les gars brûlés, on sent les gars tannés, on sent que les gars, ils ont hâte de rentrer à la maison. Puis je comprends que c'est des joueurs pros. Puis je comprends qu'ils doivent jouer. Et j'écoutais cette semaine Vincent Détouche avec Jean-Charles Lajoie dire, tu sais, rendu là, si ça te tente pas, t'as pas le bon maillot, change de maillot. Et j'ai toujours eu cette pensée-là, j'ai toujours eu cette perception-là. Je crois que les gars doivent tout donner. Il reste un match pour aller à l'étape plus loin. Mais par contre, à ce moment-ci, là,
si je vous demande ce soir, puis là, vous êtes une couple avec moi, soit par Facebook, par YouTube ou par Twitter Periscope, si l'Impact entre en série en fin de semaine, selon vous, est-ce que l'Impact peut aller loin en série dans le circuit Garber pour la présente saison? Et ça revient un peu aux propos que je partageais avec vous cette semaine dans cette question Twitter. Ici, je vais regarder les réponses que vous m'avez offertes et je vais les partager avec vous le temps que vous veniez me mettre des commentaires. Est-ce que l'Impact peut surprendre en série? Répondez-moi, je vais donner suite. Faites-vous-en pas, mais dans votre tête et dans votre cœur, l'Impact doit-il participer aux séries? Dans le podcast de demain, j'expliquerai que je ne suis pas vraiment certain que l'Impact doit participer aux séries d'après-saison. Et là, je voulais vous lire des commentaires que vous m'aviez laissés sur le post en question. Malheureusement, on dirait que ce soir, le réseau ne veut pas collaborer. Mais on va essayer de ramener tout ça. On va updater tout ça. Donnez-moi 30 secondes. Je vais essayer de vous ramener sur les commentaires. Gravel qui est là avec nous, que je tiens à saluer, que vous aurez possiblement la chance d'entendre très prochainement dans un de nos podcasts, nous dit non, trop d'inconstance cette semaine. Et c'est un peu ça que je disais. Et là, je pense que le réseau vraiment, visiblement, a un problème. Donc, je vais revenir un petit peu plus tard avec vos commentaires si je suis capable. Mais je vais continuer donc avec les commentaires que vous me laissez présentement. Donc, trop d'inconstance cette saison et je rejoins Gravel là-dessus dans le sens que l'Impact a échappé tout au long de la saison plusieurs rencontres qu'ils auraient dû canner, qu'ils auraient dû mettre dans petite poche tôt dans le match. Puis on a vu des erreurs qui ont coûté des matchs également en cours de saison et pas nécessairement des victoires. L'Impact n'a pas nécessairement échappé que des victoires, peut-être des matchs nuls, peut-être des allures de match, des momentum, de la confiance qu'on a laissé également sur le terrain. Parce que sur des erreurs comme le rouge à Camacho, le rouge à Kyoto, qui ont fait mal, parfois, je me souviens d'un match, c'est Clément Diop qui a coûté la rencontre. Et il y a toujours eu, à un moment donné, une erreur individuelle qui a fait en sorte que ça a coûté des matchs à l'Impact de Montréal. Et on a été inconstant. Et cette inconstance-là a fait en sorte qu'on n'a pas été en mesure de vraiment mettre en place un schéma tactique clair, propre et dire voici l'identité de l'Impact. Et on commence à voir l'identité sportive de l'Impact. On se le cachera pas, là. Et tout n'est pas noir aujourd'hui, là. Il y a des belles choses avec l'Impact. On a eu des belles signatures d'Olivier Renard. On a eu visiblement un changement dans la stratégie de jeu où on jouait juste sur les comptes. Là, on est capable de créer à partir de l'arrière. On est capable de défendre haut. On est capable d'attaquer vers l'avant. On a vu Sam Piet progresser offensivement. Il y a eu des belles choses dans cette saison-ci, là. On se le cachera pas. Mais par contre, il y a eu effectivement beaucoup d'inconstance. Maxime Rivard, qui est avec nous via Facebook pour ce podcast BBN. Avec les dernières performances, il ne mérite pas d'y participer. Selon moi, ça manque de saveur. Il y a un moment, Max, où moi, je pense sincèrement qu'il faut que tu ailles chercher, coûte que coûte, faut que tu ailles chercher la victoire. Il y a des moments dans une saison où ça suffit pas d'être bon. Faut être bon au bon moment. Et contre Orlando, fallait être bon.
contre Orlando, fallait sortir fort. Et après une séquence de 3-4 victoires contre des équipes de tête, t'échappes un match par exemple contre une équipe de bas fond où tu as décidé de faire une rotation, où tu as décidé de laisser aller tes joueurs au repos. J'ai aucune difficulté avec ça et j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a des soirs de match, il y a des soirs de grands soirs où on a besoin d'une performance forte de l'Impact. Et je pense au match lorsqu'on affronte Toronto parce que c'est une rivalité naturelle. On veut les détester, on veut les battre. Tu dois sortir fort. Ça n'a pas toujours été le cas dans le courant de la présente saison. Je pense à des matchs contre des rivaux directs qui étaient soit juste en avant de nous, soit juste derrière nous, ou ce qu'on appelle communément au soccer des matchs de 6 points. Fallait les gagner. On en a échappé plus souvent qu'autrement. Donc, dans les dernières performances, oui, ça manquait de saveur. Et dans une circonstance où tu dois absolument gagner tes matchs pour garder les deux mains sur le volant et être en contrôle de la situation, ben l'Impact a foiré, on va se le dire. Et tout au long de la saison, j'ai défendu énormément Thierry Henry sur ses choix, sur sa façon de diriger, sur l'utilisation de son banc, sur l'utilisation de sa rotation. Ce soir, je vais quand même, malgré que j'ai aimé l'ensemble de ce que j'ai vu, je pense que Thierry Henry a composé sincèrement avec les effectifs qu'il avait sous la main et ça n'a pas toujours été facile. Et je comprenais son move quand tout le monde appelait à une rotation, à dire faut garder une structure, faut garder une colonne vertébrale, faut garder un peu de sérieux si on veut dans le jeu. Je suis d'accord avec tout ça. Mais je pense qu'on a fait une mauvaise utilisation de certaines forces. Je pense que des fois, on a joué avec l'effectif alors qu'on n'avait pas besoin de le faire. Moi, personnellement, je trouve, et c'est libre à vous, puis c'est libre à Thierry Henry, c'est lui le coach. Moi, je suis un gérant d'estrade ici dans le studio de BBN Media, assis derrière mon micro, mon clavier, ça va bien diriger de même. Et ça va bien aussi d'analyser des matchs quand tu vois 5-6 reprises vidéo. Après, c'est toujours plus facile de dire tel joueur aurait dû être là, tel joueur. Tu sais, quand on fait de la séance vidéo, c'est beaucoup plus facile que quand tu es sur la ligne de touche, puis c'est là. Il y a un moment, un instant, une seconde, c'est là. Donc, par contre, malgré tout ça, l'évaluation que moi je fais de l'Impact de Montréal, c'est qu'ils sont beaucoup plus solides à 4 défenseurs qu'à 3 ou à 5. Donc, j'aime mieux voir l'Impact évoluer à 4 et j'aurais aimé qu'on termine la saison à 4 défenseurs alors que c'était solide. J'ai été déçu de voir Thierry Henry faire beaucoup de rotations quand même et d'essayer des choses sur son terrain à certaines positions et d'y aller parfois de choix audacieux sans avoir changé à un moment ou un autre, soit Corrales ou Raitala sur la gauche. Je vais passer rapidement quelques commentaires parce que là, ils commencent à s'accumuler et je prends du retard. Donc, merci Max et j'espère que j'ai répondu à ton commentaire. Gravel dit « Jamais 2 victoires de suite dans la saison. » Effectivement, Gravel, t'as raison. Et ça aussi, ça pardonne pas dans une saison de soccer. Il faut, à un moment ou à un autre, aligner les victoires. Mathieu nous dit « Salut Jeff, penses-tu que la réunion d'équipe après le match contre Orlando va changer quelque chose? » Moi, sincèrement, cette réunion d'équipe-là, je pense qu'elle était nécessaire. Je pense qu'elle était opportune. C'était un moment opportun pour tenir cette réunion-là. Parce que là, tu veux garder la grippe sur ton collectif. Il reste un match. Tu peux pas l'échapper. Surtout pas après la défaite qu'on vient d'avoir face à Orlando. Fallait cette réunion-là.
Par contre, moi, je pense qu'elle arrive trop tard. Tu peux pas faire une réunion comme ça. Et j'ai aucune idée de la teneur de la réunion. J'ai aucune idée de ce qui s'est dit, de ce qui s'est pas dit. Est-ce que, tu sais, on a demandé aux joueurs, regarde, appelez vos familles, pensez-y, revenez, on fait un consensus. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on s'en va? C'était-tu juste ça, la réunion? Ou c'était vraiment de dire, regarde, là, on se crée une bulle. Il reste un match, faut le gagner. Faut trouver comment qu'on va sortir de là. Et là, moi, je vous garde tout ici, là. On va garder le focus sur le soccer parce que la dernière fois qu'on est sorti, on est revenu. Puis le premier match, c'était déchets techniques par-dessus déchets techniques. Donc là, faut pas que ça arrive. C'est le dernier match, faut le gagner. Donc, est-ce qu'on a dit, garde, on reste ici, on reste focus, on pense soccer. Si c'est ça, je pense que cette réunion aurait dû se tenir un peu plus tôt dans la saison. Cette réunion-là, tantôt Gravel, je reviens aux commentaires de Gravel sur Twitter Periscope, nous disait jamais 2 victoires de suite. À un moment donné, quand tu n'es pas capable de coller les victoires, Mathieu, je reviens aux commentaires de Mathieu sur YouTube, il faut que tu trouves un moyen de casser ça et de dire, regarde, on fait une réunion. Là, les gars, je sais pas ce qui se passe. Oui, on a une saison de marde. Oui, on a un calendrier de marde. Non, on n'est pas à la maison. Oui, c'est problématique, mais c'est notre réalité présentement et on n'a pas le choix. Il faut l'accepter. Et regardez, Toronto, ils ont la même réalité que nous autres. Par contre, ils sont capables de performer. Vancouver, c'est plus difficile, je vous l'accorde. Ça ressemble beaucoup plus à l'Impact de Montréal. C'est encore plus difficile que l'Impact. Et peut-être qu'au moment où on se parle, Dos Santos, il doit faire chaud un peu. Là. Il doit dénouer la cravate un peu pour prendre une puff d'air parce que ça sera pas facile. Mais cette réunion-là peut avoir du bon. À mes yeux, par contre, Mathieu, elle arrive un peu trop tard. Cédric, via Facebook, nous dit ce qui est plate, et que cette année, on sent une certaine profondeur du côté de l'Impact, mais Thierry Henry n'a jamais pu avoir tout le monde aligné. Il y a toujours eu de gros morceaux blessés ou absents. Tout au long de la saison, effectivement, c'était difficile pour l'Impact de Montréal. Excusez-moi, je viens d'échapper mon contrôleur pour afficher vos commentaires. Mais tout au long donc de la saison, c'était difficile pour la profondeur, et on se le cachera pas, là. La profondeur, ça c'était pas, surtout en début de saison, c'était pas la force de l'Impact de Montréal. Ça s'améliore grandement si tout le monde est là, mais il y a encore du bois mort, Cédric, qu'il faudra tasser chez l'Impact de Montréal avant d'avoir un club performant. Et ça, on le savait, et ça, ben, on sait que ça va prendre du temps, et on sait que ça arrivera pas cette saison. Mais je pense que tu as raison. Thierry Henry aurait pu profiter d'un meilleur alignement. Et un autre problème au travers de tout ça, je pense que même quand Thierry Henry a réussi à aligner tout son monde, on n'a jamais eu de performance convaincante de tout le monde en même temps. Donc, individuellement, les bons matchs qu'on sortait n'arrivaient jamais en même temps. Si Boyan était fort, Tyler était pourri. Si Kyoto était bon, Routy sortait pas. Ça a jamais été parfait. Des matchs où tu te dis, wow, on a tous sorti un gros match. Je pense qu'il y en a un cette saison. Peut-être 2. Mais faudra voir. Mathieu sur YouTube nous dit, en écoutant les propos de Diop, le staff a provoqué la réunion en demandant aux joueurs de rester au New Jersey. Ensuite, les joueurs ont discuté entre eux, selon moi. C'est un peu ce que je comprends également, mais je voulais pas, là, Mathieu, faire d'interprétation où, tu sais, j'étais pas là, puis je vous dirais pas que j'étais là, puis je vous dirais pas que j'ai des insiders, puis je vous dirais pas que j'ai des contacts, puis c'est pas ça la game. J'étais pas là, je l'ai pas vu, je l'ai pas su. Donc, je l'analyse de la même façon que toi. Je pense qu'effectivement, le staff a provoqué la réunion puis a dit, garde les gars, on aimerait ça que tout le monde reste ici. Il reste un match, on vous veut focus, on veut pas l'échapper, on rentre en série. Faut
une grosse performance face à DC United. Je le vois comme ça. Faut enlever des joueurs pas de niveau comme Corrales, comme Maciel, comme Urruti. D'accord, amplement d'accord. Et il en manque sur ta liste. Moi, je pense que Raitala, comment qu'il sera capitaine, moi, je pense qu'il n'est pas niveau du tout dans l'utilisation qu'on en fait présentement. C'est sûr que Mustafa Kiza qui s'en vient sur la gauche, mais il faudra voir. Tu sais, il y a Mason Toy qui est arrivé, qui n'a pas eu le temps de jeu qu'il fallait, mais est-ce que c'est ce qui va remplacer Urruti? Pas d'accord. À ce moment-ci, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour porter un jugement sur Mason Toy. Bref, faudra regarder tout ça. Et CanFC aujourd'hui publiait là, qu'il y avait peut-être des discussions assez importantes ou assez avancées avec Kwadwo Asamoah. Faudra regarder ça aussi, qu'est-ce que ça peut faire. Donc, un latéral milieu ailier qui serait sur les tablettes pour le bleu, blanc, noir. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais il faudra du renfort. C'est sûr qu'il faut du renfort. Et c'est sûr que Urruti, c'est mort. Corrales, c'est mort. Et tantôt, là, on parlait de l'utilisation du banc de Thierry Henry. Tu sais, je comprends pas. Je comprends pas sincèrement pourquoi qu'on a laissé Corrales et Raitala là. On aurait pu essayer, même s'ils n'ont pas des attributs défensifs, mais on aurait pu essayer un Balou Tabla, latéral gauche. On aurait pu essayer un Lassi, Lapalainen. Plutôt en saison, je comprends que là, sont blessés. Balou est revenu, mais est reparti. En tout cas, c'est pas clair. Mais c'est des joueurs qu'on aurait pu essayer. On a fait des essais qu'on n'était pas sûr. Mais tu sais, Alphonso Davies, là, il jouait pas latéral gauche au départ. Donc, on l'a essayé là, on l'a vu là, on a dit « Hey, wow, c'est bien ». Tu sais, Lassi, je pense que aurait pu être un bon fit sur le corridor gauche, malheureusement. On ne l'a pas. Mais il faudra enlever des joueurs pas de niveau, effectivement. On pourra en enlever dans l'entre-saison une partie. Il y a encore des joueurs qui seront sous contrat pour la prochaine saison. Donc, ça prendra au moins 2 saisons avant d'avoir éliminé tout ce bois mort-là. Mais effectivement, il faudra y aller. Maciel, je serais patient encore un peu. Moi aussi, je décèle peut-être un manque de capacité à ce moment-ci. Faudra voir le développement qu'il va avoir dans les prochains matchs. Prochain début de saison. Mais Maciel, c'est le genre de joueur que moi, je voudrais voir 90 minutes sur le terrain pour l'ensemble du calendrier pré-saison de la prochaine saison. Donc, question de vraiment me faire une évaluation. Si Maciel est 90 minutes sur le terrain, un 3-4 matchs en ligne, je pense qu'on va pouvoir faire une évaluation vraiment à savoir si oui ou non il sera de calibre MLS éventuellement. Tu as raison, ça ne sert à rien de spéculer sur ce qu'on ne sait pas. Mathieu qui nous revient 1-1 entre Forge et Toro en CL, 18e minute de jeu. Merci Mathieu de nous suivre les scores. Maxime Rivard, d'après toi, quel joueur t'aimerais voir débarquer à Montréal? Il y en a une liste, Max. Malheureusement, le podcast est terminé. Tire à sa fin. C'est sûr que moi, j'aurais aimé voir Hatem Ben Arfa, mais sincèrement, Max, je pense encore qu'un club MLS, ça se construit de l'arrière vers l'avant et faut un gardien établi en MLS. On n'a jamais vraiment eu de gardien établi en MLS et Clément Diop a fait un beau boulot quand même cette saison-ci, a sauvé quelques matchs, mais sincèrement, a quand même alloué beaucoup de buts, a quand même été faible sur quelques relances et je pense que d'avoir un gardien prime pourrait aider. D'avoir une défense centrale, ça va être important parce qu'on sait que Binks va s'en aller du côté de Bologne. On va peut-être faire la prochaine saison avec l'Impact, mais on va le perdre. Rod Fanny, à 40 ans, on va le perdre. Donc, la charnière centrale deviendra une priorité. On a Broguillard à droite. On a Kiza qui s'en vient. Peut-être d'autres joueurs dans l'optique à gauche.
Milieu de terrain, je pense qu'il y a une congestion présentement, mais il faut un striker. Si tu veux gagner en MLS, tu n'as pas le choix, il faut un striker. Mais pour avoir un striker, il faut que le ballon se rende. Donc, c'est là l'important de bâtir de l'arrière vers l'avant, d'avoir un gardien qui, oui, il peut jouer court, mais est capable également de varier le jeu, de varier la relance, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, d'avoir des milieux que si cette relance est longue, sont capables d'accueillir et de gagner ces duels-là qui souvent vont être aériens. Présentement, c'est pas le cas. Donc, il y a ça également à évaluer. Donc, moi, je pense qu'un milieu de terrain, si l'Impact de Montréal, tu me dis, il y a 4 joueurs que tu peux aller chercher. J'irai chercher un gardien de but numéro 1 établi en MLS, un défenseur central format géant. J'irai chercher un milieu en haut et un striker qui va vraiment la mettre dedans. Et je pense que, sincèrement, on n'a pas besoin tant que ça d'une grande vedette en haut, mais on a besoin de quelqu'un qui est capable de la mettre dedans. Et moi, ce que j'aimerais mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui va y faire des caviars à ce joueur-là, qui est capable de compléter. Mais des joueurs capables de compléter, on n'est pas nécessairement obligé de payer une fortune pour en avoir en MLS. Par contre, le joueur qui va lui remettre cette balle-là, là, va peut-être falloir un peu sortir de l'oseille. Donc, on regardera tout ça. Mathieu, Balotelli comme striker, il y a plein de possibilités. Et on va en parler. Je vous promets que dans un prochain podcast, on s'arrête à ça. Quels seront les besoins de l'Impact de Montréal pour la prochaine saison? Ça sera... là, c'est sûr qu'on va vivre le dernier match là, de la saison. On va vivre les séries, si séries il y a, puis on va regarder ça du coin de l'œil, comment l'Impact devra bouger en vue de la prochaine saison. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour voir quand auront lieu les prochains podcasts. Je vais essayer d'en faire un avant le match, question de mettre la table là-dessus, et après ça, ça sera le débrief. Merci d'avoir été des nôtres. Jeff était là avec vous. Podcast sera disponible sur n'importe quelle plateforme de balado en audio dans quelques instants.